Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes d'un seul mot changent l'atmosphère? La dispute s'arrête. Quelque chose se dissout en vous. Ce mot ne crie pas, il ne se défend pas, il ne prouve rien, mais il ouvre une porte restée fermée dans le monde intérieur d'une personne. Selon Carl Jung, ce mot réécrit silencieusement le destin d'une personne. Et la plupart d'entre nous le cherchons au mauvais endroit tout au long de notre vie. La plupart des choses qui changent la vie d'une personne ne font pas de bruit. Elles ne se présentent pas comme de grandes décisions, des ruptures brutales ou des moments dramatiques. La véritable transformation commence souvent par une phrase intérieure que personne d'autre n'entend. Selon Carl Jung, le véritable pouvoir qui détermine le destin d'une personne ne réside pas dans les mots prononcés au monde extérieur, mais dans les mots répétés silencieusement dans le monde intérieur. Car la conscience parle fort, l'inconscient murmure, et les gens suivent souvent ces murmures. Il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes théories pour comprendre les cycles récurrents de la vie, l'attirance pour les mêmes types de personnes, les mêmes crises et les mêmes pièges émotionnels. Le propos de Jung est très clair. Ce qui reste inexprimé dans le monde intérieur est vécu comme une fatalité dans le monde extérieur. On ressent ce qu'on ne peut dire, on répète ce qu'on refoule, on transforme en comportement ce qu'on ne peut définir. Quand on parle de mots puissants, la plupart des gens pensent à des concepts comme la confiance en soi, le succès, la maîtrise de soi ou la volonté. Ils croient que pour être puissant, il faut s'exprimer avec plus d'assurance, poser des limites plus claires ou paraître plus impressionnant. Jung renverse complètement cette perspective. Selon lui, le véritable pouvoir réside dans la relation qu'une personne entretient avec elle-même. Le visage qu'elle présente à la société, son personnage, se polite, se renforce et s'accepte au fil des ans. On mène ses affaires, on tisse des relations et on survit grâce à ce masque. Pourtant, lorsque l'essence même qui se cache derrière ce masque n'est pas entendue, un malaise s'installe. Une tension intérieure s'accumule. Cette tension se manifeste avec le temps par de la fatigue, un sentiment d'absurdité, de l'agitation ou une colère sans raison. Même quand on dit « tout va bien », une autre phrase se répète silencieusement dans son monde intérieur. Dans la psychologie de Jung, les mots ne sont pas qu'un simple moyen de communication. Ils constituent un pont entre le conscient et l'inconscient. Nommer une émotion, c'est l'apprivoiser. Définir une peur, c'est briser son emprise absolue. Tout ce qui n'est pas clair dans le monde intérieur engendre le chaos dans le monde extérieur. Souvent, on ne comprend pas pourquoi on est si sensible, pourquoi on surréagit à certains mots ou pourquoi on perd le contrôle dans certaines situations. Selon Jung, cela s'explique par le fait qu'on n'exprime pas honnêtement sa vérité intérieure. Se taire envers soi-même laisse place à l'inconscient. Ce dernier, à son tour, comble le vide par des impulsions, des répétitions et des réactions inconscientes. C'est là que réside le pouvoir invisible des mots. Lorsqu'on se parle aux mots justes, l'ordre commence à s'instaurer dans son monde intérieur. Ces mots ne servent pas à convaincre autrui, ni à se défendre, se justifier ou l'emporter. Ils naissent au moment où l'on établit son autorité intérieure. Selon Jung, le processus d'individuation débute lorsqu'une personne se libère des attentes d'autrui et commence à écouter sa voix intérieure. Cette voix est souvent troublante car elle porte en elle ce qui a été refoulé. Elle révèle des peurs, de la honte, des désirs et des vérités longtemps différées. Pourtant, la plénitude est impossible sans cette confrontation. Bien souvent, lorsqu'une personne se croit forte, elle agit en réalité par réflexe. Elle se défend, attaque, se replie sur elle-même ou garde le silence. Ce sont là des schémas acquis. Jung insiste sur ce point. Celui qui réagit n'est pas libre. La réaction est un réflexe inconscient. Le pouvoir des mots réside dans leur capacité à interrompre ce réflexe. Un seul mot clair, prononcé intérieurement, brise le cycle de l'automatisme. Cette rupture passe inaperçue de l'extérieur. Personne n'applaudit, personne ne la remarque, mais l'équilibre intérieur se modifie. Dès lors, la personne commence à vivre sa vie avec moins d'efforts, moins d'épuisement et plus de conscience. C'est pourquoi la psychologie de Jung se détourne des formules de motivation superficielles. L'objectif n'est pas de rendre une personne plus forte, mais de l'amener à une plus grande conscience. À mesure que la conscience s'éveille, le besoin d'une force illusoire diminue. La personne n'éprouve plus le besoin de faire ses preuves, car la parole qu'elle prononce dans son monde intérieur est désormais limpide. Cette clarté constitue le pouvoir invisible, mais ô combien efficace, de la parole. Ce pouvoir ne transforme pas le monde extérieur par la force. Il instaure d'abord un ordre intérieur, et lorsque cet ordre intérieur est établi, la vie se déroule naturellement différemment. Existe-t-il des scènes récurrentes dans votre vie? Des personnes différentes, des lieux différents,
des moments différents. Mais le sentiment reste le même. Le point de rupture est le même. La réaction est la même. Au bout d'un moment, on commence à se demander « Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours au même point? Pourquoi tout semble changer et pourtant le résultat reste le même ?» Selon Carl Jung, la réponse à cette question ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans le monde intérieur. Car ce qui se répète, ce ne sont pas les événements eux-mêmes. C'est le point de contact entre ces événements et notre être profond. On perçoit souvent nos expériences comme de simples coïncidences. On voit les personnes que l'on rencontre comme un jeu du destin. Jung rejette fondamentalement cette perspective. Selon lui, tant que l'inconscient reste irrésolu, la vie nous présentera la même leçon sous différentes formes. À la racine de ces cycles se trouve le fossé entre le personnage que l'on se donne et le vrai soi. Pendant des années, on se construit un rôle pour être accepté, aimé et ne pas être exclu. Ce rôle fonctionne. Il trouve un écho dans la société. Cependant, à mesure que ce rôle se renforce, les aspects refoulés s'approfondissent. Colère inexprimée, chagrin non vécu, peur inavouée s'accumulent dans l'inconscient. C'est précisément ce que Jung appelle l'ombre. L'ombre ne disparaît pas, elle change simplement de décor. Lorsqu'une personne ne reconnaît pas son ombre, elle commence à la vivre à travers les autres. C'est pourquoi les mêmes types de relations se répètent, les mêmes manipulations, les mêmes déceptions, le même sentiment d'épuisement réapparaissent. Nombreux sont ceux qui tentent alors de contrôler la situation. Ils décident de choisir avec plus de soin, d'être plus durs, plus distants. Mais selon Jung, la plupart de ces efforts ne sont qu'une défense plus sophistiquée de l'inconscient. Le contrôle ressemble à la liberté, mais il masque souvent la peur. On contrôle pour éviter de souffrir, on donne trop pour éviter d'être abandonné, on renonce à soi-même pour éviter de perdre, et l'on se retrouve au point de départ. Car le mécanisme à l'origine de ce cycle n'a jamais été abordé. La même phrase continue de tourner silencieusement dans notre monde intérieur. Une autre raison de ces cycles réside dans les réactions automatiques. Jung affirme que le moment le plus dangereux pour une personne est celui de l'inconscience. Une personne déclenchée ne réfléchit pas, elle réagit. Et cette réaction puise ses racines dans le passé. Elle est nourrie par l'enfance, les vieilles blessures, les expériences refoulées. L'événement du jour ne fait qu'appuyer sur un bouton. La personne se demande « Pourquoi en ai-je fait toute une histoire ?» Mais la réponse ne se trouve pas dans le présent. L'inconscient a déjà vécu une scène similaire. Le cycle s'interrompt alors. On se met à rejouer dans le présent ce que l'on n'a pas pu résoudre dans le passé. À ce stade, il est nécessaire de s'arrêter et de voir. La vie ne nous punit pas. Elle nous apprend. Selon Jung, chaque cycle récurrent est une invitation à la prise de conscience. Il y a une part de nous qui aspire à être vue. Il y a une émotion qui aspire à être acceptée. Il y a une vérité qui aspire à être exprimée. Si l'on ignore cela, le cycle s'intensifie. Des émotions plus fortes et des conséquences plus lourdes apparaissent, jusqu'à ce que la personne commence à se demander « Quel est le message que l'on essaye de me transmettre ?» Pour quiconque a lu jusqu'ici, une prise de conscience, certes modeste mais significative, s'est éveillée. Si ce qui est décrit vous semble familier, ce n'est pas un hasard. Dans la suite de ce voyage, nous aborderons la manière de résoudre ces cycles et de prendre le contrôle de l'inconscient. Si cette exploration psychologique approfondie résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions avancer ensemble. Les cycles ne sont pas une fatalité. Ils y apparaissent comme tels lorsqu'ils passent inaperçus. Une fois identifiés, ils commencent à se dénouer. L'une des raisons de rester prisonnier des mêmes cycles est l'habitude de refouler ses propres signaux intérieurs. Lorsqu'une émotion perturbante surgit, la plupart des gens tentent immédiatement de la réprimer. Ils la masquent par l'agitation, la raison, la logique ou les attentes d'autrui. Selon Jung, toute émotion refoulée ne perd pas son énergie. Elle change simplement de direction. Au sein d'une vie en apparence paisible, une tension constante s'accumule intérieurement. Cette tension, avec le temps, influence les choix d'une personne. Inconsciemment, on ouvre des portes qui nous ramènent à une souffrance familière, car l'inconscient préfère les émotions familières à une paix incertaine. Un autre aspect de ces cycles est le besoin constant de s'expliquer et de se justifier. Lorsqu'une personne se sent incomprise, elle s'explique davantage, se défend davantage et tente de prouver son point de vue avec plus de vigueur. Jung soutient que ce comportement est souvent ancré dans un besoin d'acceptation. Lorsque ce désir d'acceptation passe inaperçu, il éloigne la personne de son centre. La personne est alors influencée par les réactions d'autrui, ce qui affaiblit sa boussole intérieure. Lorsque cette boussole intérieure s'affaiblit, les choix cèdent aux influences extérieures et les cycles recommencent.
Plus une personne s'explique, moins elle a le sentiment d'être comprise. Par conséquent, dans la psychologie de Jung, rompre ces cycles ne consiste pas à changer les autres. La véritable transformation commence lorsque la personne prend conscience de son propre fonctionnement intérieur. On court souvent après les mots que l'on perçoit comme puissants. Des expressions comme « j'ai raison »,« je dois endurer »,« je dois contrôler »,« je dois me taire » érigent un bouclier mental. Ce bouclier procure une sécurité éphémère. On se sent apaisé. Mais selon la psychologie de Jung, le véritable enjeu n'est pas le sentiment de puissance, mais la conscience. Le sentiment de puissance est temporaire. La conscience est permanente. C'est pourquoi Jung affirme que le mot qui transforme véritablement une personne est bien plus simple qu'on ne le croit. Il n'a rien de grandiose. Il n'est pas ostentatoire. Mais dès qu'il est prononcé, il bouleverse l'équilibre du monde intérieur. Ce mot n'est pas dirigé contre autrui. Il n'a pas de visée défensive. Il n'est pas prononcé par désir d'avoir raison. D'après Jung, ce mot naît au moment où l'on reprend le contrôle de sa vie. Car la plupart des cycles vécus jusqu'à présent proviennent du fait que l'on subit sa propre vie au lieu d'en être acteur. On réagit, on s'adapte, on tolère, on gère. Ce sont là des réflexes de survie. Cependant, lorsque ces réflexes persistent, la personne commence à se couper d'elle-même. Une question silencieuse résonne en elle. Que veux-je? Si cette question n'est pas posée, l'inconscient prend le relais. Et les réponses se manifestent généralement par des comportements. Selon Jung, c'est à ce moment précis que surgit le mot le plus puissant, « je choisis ». Ce mot paraît simple, mais son effet est profond. Car dire « je choisis », c'est désactiver le pilotage automatique. C'est prendre du recul par rapport à ses réactions. Lorsqu'une personne prononce ce mot intérieurement, la sphère que l'inconscient contrôlait depuis des années commence à se réduire. Elle n'est plus contrainte de réagir à chaque déclencheur. Elle n'est plus emportée par chaque émotion. Dire « je choisis », c'est être conscient de ce qui se passe tout en étant capable de choisir sa direction. Lorsque ce mot est prononcé, la personnalité est ébranlée, car la personnalité est souvent une structure façonnée selon les attentes d'autrui. Choisir, en revanche, c'est privilégier sa vérité intérieure aux attentes des autres. C'est pourquoi ce mot n'est pas facile à prononcer. Il a un prix dans le monde intérieur. Choisir implique de fermer certaines portes. Cela conduit à la dissolution de certaines relations, de certaines habitudes, de certaines identités. C'est précisément le processus que Jung appelle l'individuation. En cessant de se conformer aux autres, on se rapproche de soi-même. Cette démarche n'est pas toujours réconfortante. Au départ, elle crée un sentiment de vide, car les réactions habituelles ne fonctionnent plus. Nombreux sont ceux qui ne réalisent pas qu'en réalité, ils fuient lorsqu'ils pensent choisir. Jung est très clair sur ce point. Lorsque la fuite se déguise en choix, les cycles s'intensifient. Le véritable choix exige une attitude consciente. Il requiert la capacité de regarder sans refouler ses émotions, sans nier ses peurs, ni idéaliser la souffrance. Le mot « je choisis » rend précisément cette perspective possible. Par ce mot, on se dit « je vois ce qui se passe, et pourtant je détermine ma direction ». Lorsque cette phrase est prononcée, un centre se forme dans le monde intérieur. Ce centre ne se ferme pas face au chaos du monde extérieur. Au contraire, elle devient plus calme, plus claire et plus résolue. Dans la psychologie de Jung, la transformation est silencieuse. On ne se réveille pas un matin en étant devenu une personne complètement différente. La transformation s'opère par la répétition d'un seul mot prononcé intérieurement. Le mot « je choisis » devient un réflexe avec le temps. Il surgit à l'esprit au moment du déclencheur, au moment de la décision, lorsque le besoin de se retirer se fait sentir. Ce mot n'est pas un slogan, c'est une phrase de la conscience. Et la conscience est le plus grand ennemi de l'inconscient. Par conséquent, selon Jung, ce qui donne véritablement du pouvoir à une personne, ce n'est pas le contrôle, mais le choix. Le contrôle vise le monde extérieur. Le choix régule le monde intérieur. Lorsque le monde intérieur est régulé, l'influence du monde extérieur diminue naturellement. Une personne peut toujours se trouver dans la même situation, même ville, même travail, même relation, mais elle ne regarde plus les choses de la même manière. Elle ne réagit plus de la même façon, car le mot qui détermine la direction à suivre dans son monde intérieur est clair. Ce mot, en apparence anodin mais d'une portée indélébile, est le plus puissant qui soit. Sa puissance se fait sentir avec le temps. Au départ, il n'apporte pas un grand soulagement. Il peut même susciter un malaise passager chez certaines personnes, car choisir dissipe certaines illusions sur soi-même. Des expressions comme « je n'avais pas le choix »,« j'ai fait de mon mieux » perdent leur sens. Selon Jung,
Ce malaise est salutaire. Il témoigne d'une prise de conscience. Pour la première fois, on réalise que l'on n'est pas un acteur passif de sa propre vie. Cette prise de conscience s'accompagne d'un sens des responsabilités. Il n'est plus possible d'attribuer tout ce qui arrive aux circonstances extérieures. Maintenant, creusons un peu plus, car les raisons qui apparaissent au premier abord ne reflètent souvent pas la vérité. Lorsqu'on tente de comprendre ces expériences, on s'accroche généralement à l'explication la plus plausible. On blâme autrui, on critique les circonstances et on a l'impression que le temps est injuste. Selon Carl Jung, ces explications sont rassurantes, mais non transformatrices. La véritable transformation commence lorsqu'on ose observer ses propres mécanismes internes. Un événement survient et l'on réagit. On peut trouver des dizaines de justifications pour légitimer cette réaction, mais la question que Jung soulève est la suivante. Pourquoi cette réaction était-elle si automatique? Pourquoi était-elle si familière? Parce que l'inconscient cherche à achever une expérience inachevée du passé dans le présent. En creusant un peu plus, la peur qui sous-tend le besoin de contrôle devient visible. On confond souvent contrôle et pouvoir. On pense qu'en gardant le contrôle, on ne sera ni blessé, ni perdu, ni anéanti. Selon Jung, le contrôle est l'un des mécanismes de défense les plus subtils de l'inconscient. La personne croit se calmer en exerçant un contrôle. Mais la tension intérieure ne diminue pas, elle s'intensifie. Car le contrôle a remplacé la confiance. Sans confiance, l'esprit reste constamment en état d'alerte. Cet état d'hypervigilance dépasse le moment présent. Commence alors une vie prise au piège entre passé et futur. C'est à ce stade que le concept d'ombre entre en jeu. L'ombre englobe tous les aspects de soi que l'on refuse de voir, que l'on refoule ou que l'on nie. Selon Jung, celui qui n'affronte pas son ombre est condamné à la reconnaître à travers les autres. Les traits perturbateurs chez autrui sont souvent le reflet d'aspects refoulés en soi. C'est pourquoi une colère inexplicable surgit envers certaines personnes ou une hypersensibilité face à certaines situations. On tente de réprimer ces sentiments par la logique, mais ce qui est refoulé ne disparaît pas. Cela revient seulement de manière plus indirecte. Aller plus loin, c'est reconnaître ces voies indirectes. Dans la psychologie de Jung, cette prise de conscience est un processus difficile, car chacun se raconte des histoires. Ces récits préservent leur identité. Des phrases comme « c'est qui je suis »,« j'ai toujours agi ainsi »,« c'est ma nature » créent un refuge. Lorsqu'on creuse plus profondément, ce socle est ébranlé. La personne réalise que certains de ses comportements perçus sont en réalité des stratégies de survie apprises par le passé. Cette prise de conscience engendre un sentiment de vide, car les anciennes réactions ne sont plus aussi efficaces. Une nouvelle posture n'est pas encore pleinement établie. Jung décrit cette période de transition comme le moment le plus délicat de la transformation. À ce stade, beaucoup ressentent le besoin de se replier sur eux-mêmes. Retourner aux vieilles habitudes leur paraît plus familier. Selon Jung, ce désir de repli est compréhensible. L'inconscient résiste en se dissolvant. Cependant, lorsque cette résistance est surmontée, un nouveau centre se forme dans le monde intérieur de la personne. Ce centre est indépendant des conditions extérieures. Il ne se renforce pas lorsqu'il est approuvé, ni ne s'effondre lorsqu'il est critiqué. La personne ne perçoit plus les choses de la même manière. Elle comprend l'origine de ses réactions. Elle accueille ses émotions sans les refouler. Ils apprennent à supporter la douleur sans la nier. Ce processus d'apprentissage n'endurcit pas la personne. Au contraire, il la rend plus souple, plus calme et plus lucide. Approfondir sa réflexion ne signifie pas trouver les réponses à toutes les questions de la vie. La maturité que Jung met en avant est la capacité à coexister avec l'incertitude. Lorsqu'une personne cesse de vouloir tout contrôler, rien ne s'effondre. Certaines choses trouvent leur place pour la première fois. Cet équilibre intérieur n'est pas perceptible de l'extérieur, mais la personne ressent au fond d'elle-même. Je ne vis plus par réactions automatiques. Je vois, je ressens, et pourtant je détermine ma direction. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, c'est un signe. Aller en profondeur demande du courage. Mais c'est dans la profondeur que l'on intègre, et non que l'on fragmente. En allant plus loin, on réalise aussi que la véritable lassitude ne provient pas des événements eux-mêmes, mais de la réaction constante à ces événements, toujours de la même manière. L'esprit construit toujours la même défense, produit la même explication, répète le même monologue intérieur. Selon Jung, cette répétition est le fruit de l'habitude, non de la conscience, et l'habitude se renforce en l'absence de conscience. Sans s'en rendre compte, on construit sa propre prison intérieure. Les murs de cette prison sont tissés de pensées, de peurs et d'expériences passées. Aller au fond de soi ne consiste pas à abattre ces murs,
mais à comprendre comment et pourquoi ils ont été construits. Un changement significatif s'opère à ce stade. On apprend à prendre du recul par rapport à ses émotions. Ce recul ne signifie pas séparation. Au contraire, il permet d'établir une relation plus saine. La conscience établie dans le monde intérieur demeure une pensée abstraite si elle n'est pas mise en pratique au quotidien. L'approche de Carl Jung est extrêmement concrète à cet égard. Il souligne que les grandes transformations s'opèrent par petites étapes répétées. C'est précisément ce que l'on appelle un micro-protocole. Il ne vise pas à bouleverser la vie, mais à réorganiser le rapport que l'on entretient avec elle. Les petits moments vécus au quotidien sont ceux où l'inconscient est le plus souvent activé. Lorsqu'un message arrive, qu'un regard est croisé, qu'une phrase est entendue, on réagit souvent sans réfléchir. Selon Jung, ces moments sont des seuils à ne pas manquer, car le choix conscient commence ici. La première étape du micro-protocole consiste à s'arrêter. S'arrêter n'est pas de la passivité, mais un temps de réflexion. La première réaction impulsive, au moment du déclenchement, est généralement un schéma hérité du passé. Lorsqu'on prend conscience de cette réaction, au lieu d'agir immédiatement, on crée un intervalle de quelques secondes. Dans cet intervalle, une phrase claire émerge intérieurement. « Je peux choisir maintenant ». Cette phrase ralentit l'inconscient. L'émotion est toujours présente, le corps est toujours affecté, mais le contrôle n'est plus automatique. Dans la psychologie de Jung, cette brève pause marque le début de la liberté. La deuxième étape est l'observation. On tombe souvent dans le piège des émotions et on se définit par elles. Le but du micro-protocole n'est pas de supprimer l'émotion, mais de l'observer. Des affirmations internes comme « je ressens de la colère en ce moment » ou « l'anxiété monte en moi » atténuent la domination absolue de l'émotion. Selon Jung, l'émotion nommée commence à se transformer. À ce stade, la personne ne se juge pas. Elle ne se demande pas pourquoi l'émotion est là. Elle observe simplement son existence. Cette observation clarifie la frontière entre le conscient et l'inconscient. La troisième étape consiste à déterminer une direction. Le choix entre alors en jeu. On n'est pas tenu d'adopter un comportement idéal en toutes circonstances. Le micro-protocole n'exige pas la perfection. Il suggère simplement de déterminer consciemment une direction. Parfois, on choisit de parler, parfois de se taire, parfois de se retirer, parfois de poser des limites. L'important est que cette décision ne soit pas un réflexe automatique. Ce que Jung souligne dans le processus d'individuation, c'est la capacité à prendre des décisions en accord avec ses propres valeurs. Lorsque ce lien est établi, les comportements gagnent en cohérence. La personne se sent moins contradictoire. La quatrième étape est la répétition et la cohérence. Le micro-protocole n'est pas une application ponctuelle. Son effet se manifeste lorsqu'il est répété dans les moments ordinaires de la vie quotidienne. Au début, on peut oublier cette pause. Les anciennes réactions peuvent prévaloir. Selon Jung, c'est parfaitement naturel. L'inconscient a exercé le contrôle pendant des années. Il ne le lâche pas immédiatement. Cependant, chaque prise de conscience, chaque petit moment de pause, élargit le champ de la conscience. Avec le temps, la personne commence à repérer les déclencheurs plus tôt. Les réactions sont plus courtes, leur intensité diminue. Le résultat le plus important du micro-protocole est un respect de soi accru. La personne commence à se sentir cohérent. L'écart entre ses paroles et ses actes se réduit. Cela crée un sentiment de confiance en son monde intérieur. Dans la psychologie de Jung, cette confiance est indépendante des conditions extérieures. Cela ne dépend pas de l'approbation d'autrui. En établissant son équilibre intérieur, une personne développe une relation plus sereine avec les aléas de la vie. Le micro-protocole est la manifestation quotidienne de cet ancrage. Ces petits gestes appliqués au quotidien engendrent un changement profond au fil du temps. La personne ne se sent plus obligée de tout suivre. Elle n'a plus à répondre à chaque appel, ni à se laisser submerger par chaque émotion. À mesure que sa capacité de choix se développe, son énergie est utilisée plus efficacement. Selon Jung, c'est cela, vivre en pleine conscience. Non pas chercher à contrôler sa vie, mais entrer en contact avec elle en pleine conscience. Le micro-protocole est la voie silencieuse et pourtant puissante de ce contact. Avec la pratique du micro-protocole, les liens relationnels se transforment. Là où les explications étaient autrefois nécessaires, une simple posture suffit désormais. Toujours selon Jung, à mesure qu'une personne clarifie son monde intérieur, le besoin de faire ses preuves diminue. Cela apaise les tensions relationnelles. La personne est moins sur la défensive, moins agressive, moins repliée sur elle-même. Elle apprend plutôt à demeurer là où elle est. Cet état de présence n'est pas passif, c'est une présence consciente.
Lorsqu'une personne adopte cette posture, la dynamique entre elle et l'autre se modifie naturellement. Avec le temps, ce micro-protocole transforme également le dialogue intérieur. La voix intérieure devient moins dure et moins critique. La figure parentale intérieure, si importante pour Jung, s'adoucit. Lorsqu'une personne commet une erreur, elle ne la nie pas. Elle la reconnaît, en tire des leçons et passe à autre chose. Une véritable transformation n'est pas considérée comme achevée au moment où elle se réalise. Au contraire, elle commence dès cet instant. Le processus que nous appelons transformation identitaire n'est pas une illumination soudaine. Il ne s'annonce pas par de grandes déclarations. On ne se réveille pas un matin en devenant quelqu'un de complètement différent. Selon Carl Jung, la transformation est un changement progressif dans la relation qu'une personne entretient avec elle-même. Le moi, autrefois façonné par le monde extérieur, commence peu à peu à être guidé par le monde intérieur. Ce changement est silencieux car il n'y a plus besoin de le prouver. On ne crie pas qui l'on est, on le démontre par ses actions. Le premier signe de transformation identitaire est une réduction des conflits intérieurs. On ne cherche plus constamment à se convaincre. Lorsqu'on prend une décision, on n'a plus à lutter contre une autre voix intérieure. C'est précisément ce que Jung appelle l'intégration. La pensée et le sentiment cohabitent. L'ombre ne disparaît pas complètement, mais elle n'est plus dominante. La personne reconnaît ses parts d'ombre et les assume sans les refouler. Ce fait ne l'accable pas. Au contraire, cela les allège, car il n'y a plus d'ennemis intérieurs à fuir. À ce stade, le rapport d'une personne au monde se transforme également. Ce qui paraissait autrefois primordial perd de son sens. Certaines approbations n'ont plus la même valeur. Certains combats semblent superflus. Ce retrait n'est pas une rupture, mais une simplification consciente. Selon Jung, la maturité ne consiste pas à fuir la complexité de la vie, mais à y demeurer simple. On ne cherche plus à tout suivre. On ne maintient plus la même distance avec chacun. La sélectivité s'installe. Cette sélectivité ne découle pas de la rigidité, mais d'une clarté intérieure. Un autre indicateur de cette transformation identitaire est le nouveau rapport établi au silence. Le silence n'est plus perçu comme un vide, ni comme une menace. Il devient un espace où l'on peut demeurer. Jung considère la capacité à être seul avec soi-même comme l'un des indicateurs fondamentaux de la maturité spirituelle. Si une personne est désorientée dans le silence, c'est que l'ordre n'est pas encore instauré en elle. Une personne capable de demeurer en silence est moins affectée par le tumulte du monde extérieur. Ce calme n'est pas de l'apathie, c'est un état de pleine conscience, de vigilance et de vitalité. À ce stade, l'identité ne repose plus sur la défense. On ne ressent plus le besoin de se justifier. Être compris est un bienfait, mais n'est pas une condition de l'existence. La souveraineté intérieure dont parle Jung émerge ici. L'individu ne change plus de cap en fonction des réactions d'autrui. Il n'est ni anéanti par la critique, ni flatté par les éloges. Les émotions vont et viennent. Les événements se produisent et disparaissent. Ce qui demeure à l'intérieur est plus stable. Cette stabilité n'est pas de la rigidité, mais un ancrage. Ce que l'on appelle une fin silencieuse n'est pas une clôture, mais un nouveau commencement. La personne n'est plus en lutte contre la vie. Le moi qui cherchait constamment à corriger, contrôler et rattraper son retard s'est dissous. À sa place, une attitude d'observation, de sélection et de prise de responsabilité s'est installée. Selon Jung, cette attitude ne rend pas une personne bonne, elle la rend entière. L'unité n'est pas la perfection, c'est la capacité des parties à coexister harmonieusement. C'est la capacité de la lumière et de l'ombre, de la force et de la fragilité, à coexister au sein d'une même identité. Cette transformation silencieuse peut passer inaperçue de l'extérieur. La personne peut toujours vivre dans la même ville, exercer le même métier et côtoyer les mêmes personnes. Mais intérieurement, un autre rythme s'installe. Les réactions sont plus lentes, les décisions plus claires, les limites plus naturelles. La vie peut encore être difficile. La douleur ne disparaît pas complètement, mais la personne ne s'identifie plus à elle. Elle la vit, la porte et la traverse. C'est précisément la définition que Jung donne de l'individu mature. À ce stade, les grandes déclarations sont superflues, car elles ne sont plus nécessaires. La transformation identitaire ne se prouve pas d'elle-même. Elle s'installe silencieusement. La personne n'est plus préoccupée par le besoin d'expliquer qui elle est aux autres. Elle sait qui elle est au fond d'elle-même. Et cet état de connaissance forme un fondement inébranlable, malgré toutes les incertitudes du monde extérieur. C'est la fin silencieuse. Silencieuse, sans prétention, mais durable. Ceci conclut cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne.
Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.